on va voir l'analogue de cette formule explicite. Donc 3.1, c'était le cas linéaire. 3.2, c'est formule explicite. Alors cette formule explicite, comment l'obtenir? Alors je vais vous en montrer de manière différente. Je vais vous donner la vraie raison. Enfin, il y a la vraie raison, non. Il y a plusieurs manières un peu équivalentes de voir les choses, qui vont de la dualité pour Hamilton-Jacobi à la méthode des caractéristiques, dont je vais vous faire un peu tout ça. Alors, pensons méthode des caractéristiques pour commencer, puisque ça, j'en avais parlé l'an dernier. Méthode des caractéristiques, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous allez faire, c'est, et ici, les caractéristiques sont des lignes droites, vous devez résoudre x plus t u0 de grand X égale petit x. Et si vous savez trouver le point grand X, vous savez trouver u au point grand X et t est égal à u0 de petit x. La méthode des caractéristiques pour cette équation de transport non linéaire, c'est simplement cette construction tant qu'on peut la faire. C'est-à-dire tant qu'on en reste avec des petits t tels que ceci soit inversible. Ben, vous voyez donc la moralité, c'est que U, c'est donc U0 de rond composé, identité plus T U0 moins 1. Bon. Ce qui, évidemment, dans le cas linéaire, correspond à faire la même formule que précédemment, à part que le A0, j'ai simplement commuté les deux matrices. Donc ça, c'est la méthode des caractéristiques. Bon. Remarque, c'est que... Alors, c'est formellement, hein, tout ça, c'est formel, et c'est vrai vrai jusqu'au temps de premier choc. Jusqu'au premier temps de choc. Et dans le cadre monotone ou dans le cadre de deux fonctions monotones, de la composée de deux fonctions monotones, c'est déjà un peu moins clair pourquoi on a le droit d'inverser, mais enfin bon, je passe là-dessus, bien on sait qu'il y a une solution régulière pour deux temps, il n'y a pas de choc. Oui, c'est pas tout à fait évident, hein. Vous prenez la composée de deux fonctions monotones, pourquoi c'est inversible ce bazar-là? C'est un peu du même tonneau que ce que je vous ai expliqué il y a un instant en expliquant qu'il n'y avait pas de spectre, qu'il n'y avait pas de valeur propre négative. C'est pour les mêmes raisons que ça reste inversible. Hein. Mais bon. Formellement. Alors, il y a une autre remarque qui permet aussi de comprendre ça, c'est que dans le cas du gradient, dφ sur dt plus 1,5 de gradient phi carré, ça va être... la deuxième manière de procéder, c'est en tout cas lorsque vous êtes dans un cadre de fonction convexe, si phi est convexe, juste pour vous donner des idées, eh bien vous pouvez regarder la fonction convexe conjuguée, phi étoile est de y et de t, qui est le sup de y scalaire x moins phi de x et de t. Vous pourrez regarder, même si phi n'est pas convexe. Mais dans le cas où phi est convexe, ce que je vous raconte est essentiellement vrai. Donc y.x, c'est le produit scalaire de y et de x, c'est un sup sur tous les x. Alors, ce que vous savez, c'est que gradient phi étoile, c'est l'inverse de gradient phi. Et l'équation qui est au-dessus devient simplement dφ étoile sur dt égale t, égale 1, demi, de y2.
En d'autres termes, ce que vous savez, c'est que phi étoile est égal à phi 0 plus 1 demi de t fois y2, phi 0 étoile. Et on retrouve la formule d'infconvolution que j'ai malheureusement effacée, parce que la duale, pour revenir à phi, il faut reprendre la duale, si phi est convexe. Et donc, lorsque vous prenez la duale de cette somme, ça devient l'infconvolution des fonctions convexes conjuguées, c'est-à-dire de phi 0 et de 1 sur 2t de y2. Et c'est la formule que je vous ai écrite. Donc, dans le cas convexe, la formule dite de l'axe lénique, la formule de minimisation, vous pouvez aussi la voir comme une formule explicite par en dualité sur les fonctions duales et qui est simplement cette formule explicite additive. Alors, on sent bien que ça c'est un petit rapport avec ce qui précède et on va effectivement le voir en généralisant ceci. À nouveau, je vais simplifier en supposant que U0 est inversible. Bon, le cas linéaire, on lui a tordu le cou. Je peux maintenant l'effacer et revenir ici. Alors bon, c'est pas neutre d'essayer d'identifier les classes les plus grandes possibles pour lesquelles vous avez des solutions régulières. C'est quand même agréable, surtout que, bon, c'est vraiment le caractère bien posé dans lequel on sait que tout va bien se passer dans l'équation, donc d'essayer d'identifier la classe exacte, ce n'est vraiment pas une question innocente. Alors malheureusement, je ne connais pas entièrement la réponse. Pour l'instant, on a un élément de réponse qui est à travers la composition de deux données monotones. Puis dans le cadre linéaire, là par contre, on lui a entièrement tordu le cou. Alors donc, pour poursuivre, c'est toujours dans le cadre de ces formules explicites générales. La dérivation que je vais faire maintenant va consister à poser V égale U-1. Je vais supposer que U est inversible. Je vais faire comme pour les matrices il y a un instant. Supposer que c'est inversible. Et essayer d'obtenir une équation pour l'inverse. Bon, alors une manière de procéder, c'est... je me méfie toujours des formules de dérivation des fonctions inverses. Surtout quand on a des fonctions vectorielles, donc des dérivées matricielles, on a vite fait de se tromper entre les transposés et les matrices. Donc je reviens à des dérivations manuelles qui sont toujours en fait de redémontrer la chose. Alors qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on fait ceci? Alors évidemment, si vous dérivez par rapport à y, vous retombez sur le fait que dv rond du est égal à l'identité. Et ça c'est un x, excusez-moi. Donc vous posez v de y et de t égale u-1 en y et t. Bon, et si vous dérivez par rapport au temps, c'est ça qui va nous sortir une équation, eh bien vous obtenez que dv sur dt, évidemment toujours en ce point-là, qui est un point quelconque, qui est bon y quelconque, dv sur dt, alors là je vais écrire dvi sur dt. Donc je dérive par rapport au temps, donc ça va faire 0, puisque c'est xi de l'autre côté, et je prends la im coordonnée de ceci. Donc dvi sur dt, c'est un oui. Ensuite, que vais-je avoir? Je dérive par rapport au temps. Je vais avoir d vi sur dy alpha, du alpha sur dt. Bon. Maintenant, je peux remplacer du alpha par ce qu'il est. Et j'obtiens dvi sur dt plus dvi sur dy alpha. Du alpha sur dt, c'est moins u bêta du alpha sur dx bêta. Et donc là, maintenant, ce que vous voyez,
c'est un dvi sur dy alpha par du alpha sur dx bêta. C'est donc bien le produit de dv par du, et c'est la composante I bêta de ce produit. La composante I bêta de ce produit, c'est la composante I bêta de la matrice identité, c'est donc delta I bêta, et donc vous trouvez dvi sur dt plus ui. Mais ui, c'est yi. Oui, à part que j'ai fait une erreur de signe ici, puisque le du alpha sur dt, c'est pas égal à plus ça, c'est égal à moins ça. Hein. Vous faites passer ça, et donc c'est moins yi. Donc la morale, c'est qu'en tout cas, si c'est bien inversible, bien régulier, vous avez l'équation dv sur dt égale y. En d'autres termes, vous avez la formule v de t et de y égale u0 moins 1 de y plus t fois y. Ce qui veut donc dire que u est égal à l'inverse de ceci. Hein. Rappelez-vous, v c'est u moins 1. Et donc ça fait u0 moins 1 plus t fois l'identité moins 1. Bon, à nouveau, hein, vous pouvez jouer à la factorisation et récupérer la formule qui est ici, à savoir U0, hein, vous factorisez dans l'identité, vous écrivez ça sous la forme de U0, U0 moins 1, et donc vous avez I plus T fois U0 rond U0 moins 1, renversé, et vous avez ceci. Et ça, ce sont des compositions de fonctions. Et ça, c'est la fonction identité, hein, qui a Y associé Y, à X associé X. Donc là, vous avez une solution explicite, hein, c'est la même que celle que vous obtenez par la formule des caractéristiques. Donc vous pouvez la voir ou bien comme une conséquence de la formule de la méthode des caractéristiques, ou bien une formule que vous obtenez par l'analogue de la dualité pour les fonctions convexes, c'est-à-dire en fait le passage à l'inverse, qui est beaucoup plus général. Il n'y a pas de monotonie, il n'y a pas de signe de la matrice là-dedans. Il y a simplement l'hypothèse que ça soit inversible. Donc, dans tous les cas de figure, on voit que la bonne solution, donc la conclusion de tout ça, et je la mets au centre, peu importe la manière dont on aboutit à cette formule explicite, c'est avant le premier choc, la solution maximale, bon, la solution est donnée par, en supposant U0 régulière. Hein, donc c'est si U0 est régulière, parce que si U0 n'est pas régulière, I plus TU0 moins 1, ça peut être jamais inversible. Même pour des t très petits. En revanche, si U0 est régulière, bornée, à dérivée bornée, alors pour t petit, c'est l'identité qui vous assure que I plus TU0 est inversible. Si U0 est abominable, il n'y a pas de raison que ça soit inversible, même pour des temps petits. Bon, alors donc vous voyez là à nouveau, hein, tout ça c'est sur cette équation, c'est assez rigolo parce que, en tout cas dans le cas des opérateurs monotones, ça c'est une régularisation qu'on appelle la régularisée de Yoshida, à part que le t on met un epsilon, et ça, à ce moment-là c'est la régularisée de Yoshida. Et en fait, ce que l'on observe, c'est que, ce qui était d'ailleurs connu, hein, les gens avaient observé qu'il y avait une formule de semi-groupe sur la régularisée de Yoshida, mais s'il y avait une formule de semi-groupe, c'est qu'il y avait donc une équation différentielle derrière. Et en fait, c'est le flot de cette équation, c'est le flot des régularisés de Yoshida. Bon, c'est assez rigolo que ce soit la bonne équation. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de questions. Ce n'est pas la seule manière de régularisation. Je suis parti de cette équation-là et j'ai ce flot-là. Bien. On verra des cadres beaucoup plus généraux par la suite. Mais sur ce cas-là, c'est très explicite. On peut essayer de tout comprendre à la main et déjà de se rendre compte qu'on a du mal à tout comprendre. Donc, il est bon
d'identifier les limites de ce que l'on sait faire. Quand je dis on, c'est une manière diplomatique de dire moi, ce que moi je sais faire. Après, j'attends les bonnes idées. Alors, quoi qu'il en soit, on a ceci, et donc maintenant la question devient un peu plus claire, c'est qu'est-ce qu'il faut supposer sur U0 pour être dans une situation sans choc. Et donc on voit que là, de cette formule, on en déduit simplement que la classe... Alors si on veut des estimations a priori, il faut peut-être un peu plus que ce que je vais dire, mais enfin, grosso modo, c'est ça. Enfin, il faut que ce soit un peu plus uniforme que ce que je vais écrire, mais bon, on ne va pas pinailler. Donc la classe de solution de conditions initiales pour lesquelles il n'y a jamais de choc, il n'y a pas de choc, c'est quoi? C'est la classe DU0 telle que I plus TU0 soit inversible pour tout temps. Bon. Alors ça, une manière de dire ça, c'est de dire il faut que, pour que ce soit, en plus comme là vous avez vraiment eu des déformations, une manière équivalente de dire ça, c'est de dire que la dérivée doit être strictement positive. Pourquoi strictement positive? C'est qu'elle ne peut jamais changer de signe, entre guillemets, même au sens matriciel, parce qu'on part... je triche un peu. En tout cas, cette dérivée-là, la dérivée de I plus TU0, vous partez de la matrice identité, de l'application identité dont la dérivée est la matrice identité. Donc, quand t égale à 0, vous avez une matrice positive. Et vous voulez que ça reste positif. Bon, enfin, vous voulez, je dis positif, vous voulez que ça reste inversible, on peut contourner. Je reprends ce que je disais. Bien. On prend la dérivée, vous voulez que la dérivée de I plus TU0 soit toujours inversible, quel que soit T. Et ça, on a vu ce que c'était. C'est de dire qu'il faut que le spectre de DU0 de X ne rencontre pas la demi-droite réelle strictement négative. Et ça, vous voulez que c'est lieu quel que soit X. Bon, alors, pour avoir effectivement une estimation a priori globale, etc., il peut être utile de supposer que U0 est bornée, lipschitzienne, régulière, et de dire que, en fait, ce que vous voulez, c'est que la distance l'inf sur Rn, pour les x dans Rn, de la distance entre le spectre de du0 de x et moins l'infini 0, vous voulez que cette distance soit strictement positive, par exemple. Un peu d'uniformité, comme ça, vous ne risquez pas d'avoir des choses qui ont tendance à exploser dans un coin. Bon. Mais bon, ça, je mets ça entre parenthèses, si vous voulez en rajouter. La question essentielle, c'est que vous voulez que x par x, du0, ça soit un produit de deux matrices monotones. Attends, je ne comprends pas. L'intersection soit vide. Absolument. Bon, alors... le seul problème, c'est que c'est une condition nécessaire et suffisante. Je sais qu'elle est entraînée par U0 égale F rond V0 avec F monotone, V0 monotone, avec éventuellement un petit chouïa strict en plus. Et dans le cadre linéaire, on sait que c'est équivalent. Ah, vous me voyez venir. Question, il est quand même très tentant de penser que c'est équivalent dans le cadre général, non linéaire. Je
dirais que le cadre linéaire est déjà rassurant, c'est-à-dire qu'on ne loupe pas trop. Hein. Dès que vous avez une planche linéaire, c'est vrai. Alors, dans le cadre non linéaire, c'est comment raccorder des morceaux linéaires, c'est pas clair. Et bon, c'est une factorisation fonctionnelle. Il n'y a pas grand-chose là-dessus. Hein. Ça fait penser un peu aux factorisations. Et le seul exemple de factorisation non linéaire, c'était la remarque de Brognier hein, sur l'équivalent QR. Hein. Mais l'énorme avantage d'une factorisation QR, c'est l'unicité, essentiellement à des cas de non-dégénérescence. Tandis que là, il y a une très forte non-unicité lorsque vous décomposez une matrice en produit de matrices monotones. Oui. C'est un détail, mais c'est pas DU0, c'est pas grade U0, ta dernière ligne. U0 est une fonction vectorielle. Hein. DU0, c'est la matrice jacobienne. Justement, tu as parlé de factorisation de matrice. Enfin, pour moi, c'est la même chose des grades. Hein. Qu'est-ce que... Donc, ce que... Non, attends. Tu plaisantes. Non. Là, ce que je dis simplement, c'est que j'ai ceci, d'accord? Et ce que je veux, c'est que ceci soit inversible, cet opérateur soit inversible. Dire que cet opérateur est inversible, c'est la même chose que dire que sa jacobienne est une matrice inversible, en tout point. Voilà. Donc c'est exactement ce que je dis, c'est I plus T, je veux dire que I plus T du0 de X est inversible, quel que soit X, et quel que soit T. Donc U0 est une fonction de Rn dans Rn, du0 c'est la matrice jacobienne, tu peux écrire gradient U0 si tu en as envie, hein, c'est pas... Mais voilà, hein, donc je pense que c'est un problème de perception des notations. Donc voilà, alors. Tant que je n'avais pas compris la factorisation en matrice monotone, je me disais, là, on est vraiment en train de rêver. Maintenant que c'est vrai pour les matrices, ça devient troublant. Alors pourquoi c'est important? C'est que dans des cadres plus généraux, d'équations plus générales, on ne va pas être capable d'avoir des formules explicites. Donc d'identifier exactement la classe des données initiales pour lesquelles il n'y a pas de choc, ça sera mission impossible. En revanche, l'astuce monotonie et factorisation, elle va marcher toujours. Avec des classes plus compliquées d'équations, il va falloir gérer des classes plus complexes d'équations. Mais cette stratégie va toujours fonctionner pour trouver des solutions initiales pour lesquelles il y a la régularité. Donc de savoir, en tout cas dans le cas particulier, qu'on les obtient toutes, ça nous rassurerait sur le fait qu'on n'est pas en train d'en louper plein sur des équations plus générales. Voilà le... Oui? Là, quand tu passes à la jacobienne, c'est un critère local, en fait. Comment tu passes du local au global? Ah, mais ça, c'est le théorème des fonctions implicites. Hein. Il suffit qu'en chaque point, ça soit inversible, et c'est globalement inversible. Non, c'est de Rn dans Rn, tu supposes que la matrice est inversible, donc tu as localement un inverse qui est bien posé. Et puis après ça s'étend, hein, tu prends la plus grande, tu peux penser ça par continuation. C'est l'analyse globale relativement standard. Il n'y a pas de... En fait, si tu veux simplement définir un inverse, tu as simplement besoin qu'en tout point, la jacobienne soit inversible, ça suffit. Après, elle est uniformément inversible sur un compact. Hein. Tout est régulier, c'est C1, donc il n'y a aucune difficulté. Hein. Non, mais alors c'est là où il y a besoin d'uniformité et des bornes. Hein. Tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé à rajouter les Lipschitziens, donc, etc. Donc, tu vas contrôler ce qui se passe à l'infini en rajoutant de l'uniformité. Autrement, l'espace tout entier peut te poser un problème, je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, localement, ce n'était pas un voisinage d'un point, tu voulais dire sur une boule. Sur toute boule, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux vraiment quelque chose de globalement défini sur un Rn, de globalement inversible, c'est pour ça que je mets cette hypothèse-là. Même carrément de l'uniformité sur un Rn tout entier, on ne rapproche jamais de la zone périlleuse du spectre. D'accord? Alors là, bon, il faut un peu travailler, mais là, tu as de la marge. Bon.
Alors donc, voilà un joli problème ouvert. J'ai commencé à regarder des cas. On va supposer que on va penser en dimension 2, donc vous passez sur des triangles, vous allez avoir des opérateurs linéaires par morceau, donc vous pouvez faire la factorisation sur chacun des triangles, mais après, il faut trouver les factorisations qui permettent des raccordements sur les arêtes des triangles. Dans le cas linéaire, tu es sûr que ça peut être optimal? C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de spécifier une des matrices ou un truc comme ça? Ah non, j'ai pas dit qu'elle était optimale. Là, tu as une très bonne question. Ta question, c'est de dire, est-ce qu'il y a, parmi toutes les factorisations possibles, une factorisation plus précise avec, par exemple, de l'unicité? Parce que là, on serait bien parti si on avait dans le cadre linéaire. Donc, ta remarque est tout à fait judicieuse. Néanmoins, je ne sais pas très bien avec elle, parce que pense à une rotation. D'un angle obtus, donc c'est quand même assez naturel de penser que ce sera 2 rotations que tu factoriseras. Mais ce n'est pas évident. Pas évident que si tu prends 2 rotations, tu ne vois vraiment pas. Il n'y en a pas une privilégiée. Alors peut-être que c'est justement pas avec des rotations qu'il faut factoriser une rotation. Mais alors là, je ne sais pas. Mais c'est une très bonne question. C'est rigolo, c'est une question sur les matrices. Mais ça vraiment... oui, tu as raison, parce que ce que je disais sur la factorisation QR, c'est effectivement typiquement le cas où on a unicité modulo de l'inversibilité. Donc, ou des histoires de valeur propre, je ne sais plus, il y a une histoire de zéro de valeur propre, un truc comme ça. Donc, à part ce cas-là, on a une factorisation qui est unique, et ça, effectivement, du coup, ça donne un espoir d'avoir une factorisation non linéaire. Autrement, c'est un peu compliqué. Donc, allez-y, j'attends des réponses pour la semaine prochaine ou pour les semaines qui viennent. Et ça serait vraiment très utile pour être sûr qu'on n'est pas en train de louper. Oula, je ne saurais pas tout ce que je voulais faire, mais ce n'est pas surprenant. Qu'on n'est pas en train de louper par composition, comme je pourrais le faire dans des cadres généraux. On est en train de louper les bonnes classes de solutions régulières. Bon. Mais enfin, on est raisonnablement confiant sur le fait qu'à travers la composition, en tout cas dans le cadre linéaire, c'est optimal. Donc c'est déjà pas complètement idiot de dire que on a une bonne classe de solutions pour lesquelles il n'y a pas de perte de régularité. Maintenant, en général, il y a perte de régularité. Même si on a réduit le fait de perdre la régularité en temps fini à grosso modo une chance qui est loin d'être 1 ou de tendre vers 1 quand n tend vers l'infini. Grosso modo 1,5, c'est un peu plus qu'un demi de perdre la régularité, mais enfin bon. Donc d'avoir, même si on a une chance sur 2 de garder la régularité, il y a quand même aussi une chance sur 2, en simplifiant, de perdre la régularité. Alors qu'est-ce qui se passe si on perd la régularité? Donc c'est 4e point, et ça c'est un problème encore plus ouvert, si vous me permettez, que le problème précédent, parce qu'au moins dans le cadre linéaire, on a compris. Donc 4, c'est après le choc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, ce que je veux dire par là, c'est que si on a un U0 quelconque, en dimension 1, ou en dimension quelconque si U0 est égal à gradient phi, on sait trouver une unique solution en un certain sens de ces équations-là. En remontant au gradient, les équations d'Hamilton-Jacobi en un flot global. En remontant au, disais-je, oui, on a un flot global à travers les solutions de viscosité, et en dimension 1, bien, on l'a par les solutions, par les critères anthropiques. Donc ici, c'est entropie, solution anthropique, et ici, viscosité.
dans les deux cas de figure, on est dans une situation où si on régularise un peu le problème, avec un peu de viscosité, donc je rajoute un Laplacien, j'ai un U epsilon en T égale U0. Je suppose que U0 est au moins borné. Alors, il est facile de se convaincre qu'il existe une unique solution U epsilon de cette équation parabolique, si epsilon est strictement positif. Oh, la raison en est simple, c'est que vous avez, coordonnée par coordonnée, vous avez le principe du maximum, c'est que vous avez des bornes indépendantes de epsilon, donc U epsilon dans L infini est majoré par la condition initiale. Alors le U epsilon, c'est pas terrible, je vais remettre mes epsilon en haut pour bien séparer avec la condition initiale. U epsilon dans L infini par le principe du maximum est majoré par la borne L infini de U0. Donc ça, c'est vrai quel que soit epsilon. Et ça, une fois que vous avez un champ de vecteurs qui est borné, vous avez une équation de diffusion parabolique avec convection, advection, peu importe comment vous l'appelez, avec un champ de vecteurs qui est borné, et là vous avez toute la régularité parabolique et qui vous assure qu'il n'y a plus de problème pour cette équation. Ça se passe comme une équation de la chaleur. Donc vous avez grosso modo les mêmes propriétés en termes d'analyse mathématique à epsilon strictement positif, comme pour l'équation de la chaleur. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire une fois que vous avez obtenu la borne et que vous avez fait cette remarque. Donc dans les deux cas de figure, que ce soit en dimension 1 ou dans le cas de gradient, ce que l'on sait, c'est que quand epsilon tend vers 0, dans ces deux cas de figure, toute la famille, la suite ou la famille U epsilon tend vers un certain U quand epsilon tend vers 0. Et typiquement, c'est uniformément en temps à valeur allez, on va tricher un peu, dans LP, mais c'est un LP uniforme. Ça ne converge pas dans L infini. Donc, cette méthode où on régularise le problème sélectionne, quand vous laissez la viscosité tendre vers 0, sélectionne une solution, un objet privilégié, qui a d'ailleurs un certain nombre d'autres propriétés de stabilité par perturbation des données. Vous perturbez un peu la condition initiale, vous restez pas loin, toujours le pas loin dans une topologie qui n'est pas très très simple, qui est du L1 en dimension 1, ou du LP en dimension 1, et en dimension supérieure, comme ça provient plutôt de gradients de solution de viscosité, il faut se servir un peu d'informations supplémentaires pour récupérer des LP. Mais c'est vrai. Donc je vais mettre LP, mais ce n'est pas LP sur l'espace tout entier, il n'y a pas de décroissance à l'infini. Donc c'est vraiment du LP sur n'importe quelle boule, mais avec une norme qui est indépendante du centre de la boule. C'est ce qu'on appelle LP uniforme. Bon. Et donc la question dont je n'ai vraiment aucune idée de réponse, c'est est-ce que c'est vrai en général, ça? En d'autres termes, si maintenant, je ne suppose pas que c'est un gradient, donc quand je dis ça c'est pour n égale 1, il faut bien préciser les choses, n égale 1, n quelconque avec un gradient, et évidemment n quelconque avec régularité. Lorsque vous avez des cadres comme ceci, effectivement, ce que je veux par exemple composer de deux applications monotones, ça va rester vrai. De manière, si vous avez une solution régulière, elle attire les autres solutions. Donc, lorsque vous avez régularité, il est facile de montrer que la solution régulière est obligée d'attirer. Une solution régulière a automatiquement un certain domaine de stabilité.
de par sa régularité. Donc, tous les cadres que nous avons examinés jusqu'à présent poussent à cette conclusion. Et la véritable question, c'est est-ce qu'il y a une théorie globale de ces équations de solutions faibles globales? Alors, c'est compliqué parce que... Enfin, c'est un peu compliqué. C'est peut-être compliqué, je ne suis pas sûr que ça soit compliqué. Simplement, c'est peut-être faux. Il n'y a peut-être pas de théorie, donc... c'est pour ça qu'on lance des simulations numériques un peu tordues, avec des conditions initiales un peu tordues, pour voir si effectivement ça stabilise. Alors ensuite, il y a une autre remarque, c'est que cette réponse peut être oui sans qu'il y ait une théorie de solution faible universelle. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien y avoir plusieurs types de solutions privilégiées et que suivant les régularisations, on converge vers l'une ou vers l'autre. D'accord ? Ça c'est encore, mais ça aussi c'est intéressant. Donc, de toute façon, à étudier cette question, le seul danger, c'est de ne pas y arriver. Mais il n'y a rien. Les réponses, qu'elles soient oui, non, ou ça dépend, ça sera toujours intéressant. Pour aller un petit peu plus, alors c'est vrai que j'ai pour l'instant tendance à penser qu'il pourrait y avoir, en tout cas, des classes de solutions ayant quelques propriétés de stabilité, comme par exemple, j'ai tendance à penser que cette question spécifique, qui n'est pas la seule question que l'on peut poser, j'ai tendance à penser que la réponse pourrait être positive. Mais j'aime pas faire des conjectures, donc ce n'est pas une conjecture, c'est un vague sentiment. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Alors, je voudrais vous montrer, il me reste un peu de temps, non, je n'aurai pas le temps de tout faire, je voudrais vous montrer un cas supplémentaire où ça marche, qui est un cadre que j'ai trouvé en voulant bâtir un contre-exemple. Hein. Donc, je vous ai dit que j'avais un certain sentiment que ça marche, mais j'ai quand même cherché des contre-exemples. Hein. Donc, ce qui veut bien dire que je ne sais pas. Alors... Alors, la construction que je vais faire est des constructions assez standards en mécanique des fluides, de manière assez globale. On appelle ça des shear flows, des flots de cisaillement, je crois, en français. Donc, c'est très librement interprété, hein, cette construction-là. C'est l'idée, donc, un cas supplémentaire, donc un cas où ça marche. Un cas de plus, qui est le cadre où je vais prendre une condition initiale U0 de x, 1, xn. Je vais prendre un cas strictement plus petit que n. Et comme condition initiale, je vais prendre gradient phi de x1, xk, phi 0. Où phi 0 est, je dirais, une fonction, par exemple, régulière, pour faire simple, hein, fonction régulière de RK dans R. Et après, je vais peupler ça avec une fonction UK plus 1 de x1, xk jusqu'à un de x1, xk. Donc, en d'autres termes, je prends une fonction de Rn dans Rn, mais qui ne dépend que de k variables, qui est à valeur dans Rn, et la partie k par k, les k premières coordonnées, je suppose que c'est un gradient. Alors ça, c'est effectivement assez typique en mécanique des fluides. Vous avez comme ça des flots de cisaillement qui sont des flots dans lesquels toute l'action se passe en dimension inférieure. Et une des composantes est simplement traînée par la vitesse en dimension inférieure. Donc, ça, c'est des techniques très, 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 très standards. Alors, comment on construit une solution? Eh bien, on construit une solution en résolvant dφ sur dt plus 1,5 de gradient phi carré
égale à 0 pour x dans RK était positif, et on a les solutions de viscosité, hein, donc là on a une solution globale. Mais si on veut comprendre intégralement toutes les solutions, eh bien il faut aussi résoudre les composantes de k plus 1 à n, et là, quelle équation vous avez? Eh bien, vous avez l'équation duj sur dt plus gradient phi gradient uj égale à 0, toujours pour x dans Rk, les fonctions ne dépendent que de k variables, était positif. Donc, vous résolvez l'équation de Hamilton-Jacobi et vous transportez les coordonnées restantes par le gradient de l'équation de Hamilton-Jacobi. Alors, effectivement, je voulais me servir de cette construction pour montrer qu'il n'y avait pas grand-chose, parce que le gradient, il n'est pas régulier. Et il va y avoir des discontinuités. Et s'il y a des discontinuités, il y a peut-être une petite chance, il y avait une chance sur 2, pour que les discontinuités soient dans le bon sens et ne permettent pas de propager le UJ. Le seul problème, c'est qu'il y a une demi-régularité pour les équations de Hamilton-Jacobi et que c'est précisément la demi-régularité qui rend cette équation de transport bien posée. Et donc ça, c'est bien posé globalement parce qu'ici, on a les solutions de viscosité et ici, vous avez un champ de vecteurs qui est semi-concave. Et donc cette équation de transport est bien posée dans les LP ou dans les LP uniformes, etc. etc. Alors, je vais donner les détails, mais je vais vous expliquer la grande ligne. Donc, ce n'est pas un contre-exemple, c'est un cas de plus où, effectivement, la question générale que je pose a une réponse positive. Alors, c'est encore très particulier, ça ne prouve rien. Hein, mais bon, à force, on commence à avoir des doutes. Hein. Donc, très, très joli problème non linéaire de solution globale. Hein. Vous aviez les solutions anthropiques et les solutions de viscosité. Est-ce qu'il y a un autre truc pour ces équations-là? Ce n'est pas impossible. Mais ça ne sera pas des... derrière les solutions anthropiques, vous avez la monotonie dans L1. Derrière les solutions de viscosité, vous avez la monotonie dans L infini. Là, il n'y a pas de norme. C'est la seule chose dont je sais. Donc, s'il y a un mécanisme, ça va être beaucoup plus non linéaire. Beaucoup plus rigolo. Mais il n'y a peut-être rien. OK, alors donc, quelques mots d'explication sur ce que je viens d'annoncer. Effectivement, les solutions des équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre, on va dire, j'ai pris une condition initiale pour simplifier, préservent la semi-concavité, ça c'est très simple. C'est de dire que le x moins y, c'est comme dans la convolution, c'est l'inconvolution. Je peux l'écrire comme ceci. 1 sur y, pardon. Et donc, ce que vous observez, c'est qu'ici, vous avez une fonction que je vais baptiser phi y de x. Elle dépend de t, mais ça, je m'en moque. Et vous observez que d2 phi, d2 par rapport à x, de phi y en x, si vous prenez la dérivée seconde, vous voyez bien que le 1 sur 2t y2, il disparaît, et ça vous fait donc d2 phi 0 en x moins y. Si phi 0 est régulière, eh bien, toute cette matrice symétrique est majorée par ces 0 fois l'identité. Et donc, cela veut bien dire que phi y de x, je rappelle des choses bien connues, hein, que moins C0 x2 sur 2 est concave. Et un inf de fonction concave est concave. Et donc, ça veut dire que phi moins C0 x2 sur 2 est concave, puisque c'est l'inf par rapport à y. Et dire que c'est concave, c'est dire que la dérivée seconde de phi se majore par C0 fois l'identité. Donc c'est ça qu'on appelle la semi-concavité. Lorsque C0 est égal à 0, c'est la concavité, et c'est concavité à une fonction quadratique près.
Alors, quel est le rapport maintenant avec ces équations de transport? C'est que, bon, pour comprendre ces équations de transport, il faut avoir des estimations de stabilité. Alors, ces conditions de stabilité, c'est de dire, donc, maintenant, j'ai un petit u, j'ai un b, un champ de vecteur b, gradient u. U est une fonction scalaire, c'est un des uj quelconque. Pensez à la normale 2, je vais faire simple. Hein. Formellement, si vous écrivez d sur dt, mais c'est en fait vrai pour une normale p absolument quelconque, eh bien, si vous écrivez ceci, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de prendre l'intégrale de b gradient u carré. Donc, j'ai simplement multiplié l'équation qui est en haut par 2u, écrit que du sur dt fois 2u, c'est d sur dt de u carré, et que gradient u fois 2u, c'est gradient de u carré, et intégrer ça en x. Donc, j'obtiens ceci. Et donc, j'en déduis que d sur dt de l'intégrale de U2 est égal à l'intégrale de divergence B, j'intègre par partie, je fais passer de l'autre côté, fois U2. Si à la place de 2, vous avez un P, c'est toujours la divergence B qui sort, à part qu'éventuellement, à part que rien du tout. Bien. Alors, la divergence B, lorsque B est égal à gradient U, à gradient phi, la divergence B, c'est quoi? C'est le Laplacien de phi. Le Laplacien de phi, c'est la trace de d de phi. Si d de phi était inférieur à C0 fois l'identité, c'est majoré par n fois C0. Et donc, ceci se majeure par n fois C0 fois l'intégrale de u carré. Et donc, vous avez bien une condition de stabilité sur cette équation, qui d'ailleurs, au passage, vous démontre l'unicité pour cette équation linéaire. Si vous partez de U0 régulier, vous en déduisez que de U0 égale à 0, vous en déduisez que U est égal à 0, si vous avez le droit de faire toutes ces manipulations. Alors, le fait que vous avez le droit de faire toutes ces manipulations, ça a un nom, c'est-à-dire qu'on a des solutions renormalisées. Bon, mais en fait, c'est ça la bonne notion, c'est donc une notion de solution renormalisée, si vous en avez envie. Une autre manière de dire les choses, qui est quand même peut-être un tout petit peu plus simple, qui consiste à dire, si vous voulez vraiment vous servir de la semi-concavité, c'est de se dire, bon, derrière une équation de transport par gradient phi, vous avez une équation différentielle ordinaire. Et donc, l'équation différentielle ordinaire que vous avez, c'est x point égale b de x, c'est-à-dire x point égale gradient phi de x. Voilà ma condition, mon équation différentielle qui permet de transporter les valeurs de la fonction inconnue qui satisfait cette équation de transport. C'est ça le mécanisme de construction par équation différentielle ordinaire. Donc si vous avez ceci, donc vous êtes ramené effectivement à cette question-là, eh bien, vous savez bien que si B est lipschitien, ça marche, mais vous avez besoin d'une demi-lipschitzianité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez besoin uniquement du fait que B de x moins B de y, scalaire x moins y, soit majoré par a fois x moins y au carré. Ça suffit. D'accord? Et ça, c'est exactement la semi-concavité ou la, entre guillemets, la semi-lipschitzianité du gradient. C'est la même chose. Et donc, vous voyez qu'effectivement, c'est pile le bon signe pour que cette équation différentielle ordinaire en temps positif soit bien posée, ou que cette équation de transport en temps positif soit bien posée. Vous voyez que si vous partiez du cas en temps négatif, ça ne marcherait pas. Il faudrait la semi-convexité et pas la semi-concavité. Mais là, j'ai bien une équation en temps positif et donc j'avais une chance sur deux, et c'est une chance sur deux positive au sens où ça marche.
il y a bien une solution globale. Donc c'est un cas particulier qui montre plusieurs choses. D'abord, la réponse semble toujours positive pour construire des solutions faibles globales. 2, c'est que là, même dans ce cas-là, on a un mix d'interprétations. Hein, puisque là, on se sert des solutions de viscosité, là, des équations de transport. Donc, ce n'est pas les mêmes théories dont on se sert. Hein, donc, le point de vue n'est pas exactement le même. Dans tous les cas de figure, néanmoins, vous avez effectivement une certaine notion de solution, une certaine notion de solution renormalisée. Hein. Donc ça semble être plutôt du transport non linéaire qu'autre chose, parce que même pour les solutions de viscosité, c'est une réinterprétation des solutions de viscosité avec un Hamiltonien convexe comme ça. Ce que vous avez bien vérifié, c'est que le gradient vérifie au sens des solutions renormalisées les équations dérivées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore un peu compliqué, il y a encore quelque chose à rajouter. Ça veut simplement dire que si c'est une solution, toute composée non linéaire est encore solution, mais même pour les composés non linéaires, il reste à définir le produit des objets. Donc il faut le faire par dualité. Donc il y a des choses à dire, mais on peut encore pas s'en tirer avec beaucoup de travail qui ne présente aucun intérêt. C'est de la réécriture, c'est trouver coûte que coûte une formulation. Donc ça, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. En revanche, voilà un autre cas qui montre, je le répète une fois de plus, qui montre qu'il y a bien des solutions globales. Alors, il est possible que la réponse à la question que j'ai posée soit négative. Hein. Je ne veux vraiment pas vous pousser à réfléchir dans un sens plutôt que dans l'autre, je ne sais pas. Alors, il y a encore un cas, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, mais il me manque 10 minutes. Quand je dis 10 minutes, c'est peut-être un bon quart d'heure, je le ferai donc la semaine prochaine. Il y a encore un cas de rigidité supplémentaire, je me contente de l'introduire. Donc, je disais un cas de plus, c'est... un autre cas, je vous dis tout ce que je sais et tout ce que je ne sais pas sur cette équation. Hein. Donc, mathématiquement, enfin économiquement, dans un certain nombre d'applications, vous avez des UI qui dépendent de X1 et de Xn. Et de T aussi. Et grosso modo, les XI, vous pouvez penser comme à des niveaux de stock probabiliste, hein, comme dans des histogrammes. C'est pour la IM case de histogramme. Et donc, UI représente un peu la valeur d'avoir des répartitions d'histogrammes, c'est-à-dire d'avoir dans un état 1 une proportion X1 de gens, avoir dans un état I une proportion XI de gens. Et UI, c'est vu du point de vue du site I. D'accord ? Et donc, des situations très, très naturelles du point de vue économique sont des situations qui consistent à dire que moins il y a de monde dans les autres sites, le mieux je me porte. Le plus c'est intéressant pour moi. D'accord ? Et donc, conditions très, très naturelles. Et donc, ces conditions vous disent quoi? Elles vous disent que dj UI, d sur dxj de UI, est négatif ou nul, quel que soit I différent de j. Après, vous pouvez rajouter l'information que c'est croissant par rapport à xi, mais ça, c'est moins important. Donc ça a souvent un sens du point de vue économique dans un certain nombre d'applications. Je vous ai expliqué de manière très heuristique, hein, l'idée, ok, moi je suis intéressé sur le site XI et je veux qu'il y ait le plus de monde possible dans ce site-là et donc le moins de monde possible ailleurs. Ok ? Donc si ça croît, si dans le JM, la proportion de gens dans le JM site croît, c'est pas bon pour moi. Donc ma fonction valeur diminue. Bien. Alors donc, ça c'est une condition, et ce que l'on va voir, c'est la semaine prochaine, c'est 2 points. C'est que cette condition structurelle, toujours par mon équation fétiche, se propage. Ça n'a rien d'évident. Hein ? Vous avez une condition sur des signes de dérivée, pourquoi ça se propage en temps ?
Et 2, c'est que vous avez un principe du maximum, composante par composante, quel que soit-il, dans ce cadre. C'est-à-dire que lorsque vous avez des conditions initiales qui vérifient ceci, vous avez le principe du maximum, vectoriel. Ce qui est aussi naturel du point de vue économique. Hein. On sait bien qu'il doit y avoir des hypothèses. Alors ça fait encore et ça c'est encore un cadre très rigide, hein, où on sent bien qu'il y a beaucoup de stabilité dans ce cas-là. Donc je ne sais pas très bien comment combler d'ailleurs et construire des solutions faibles globales dans ce cas-là, mais ça rigidifie énormément. Hein, si vous êtes initialement, vous avez un U0 qui est compris entre V0 moins epsilon et V0 plus epsilon. Comme V0 plus epsilon, on sait le résoudre explicitement à partir de V0. C'est plus epsilon et une translation de epsilon t, je vous le rappellerai la semaine prochaine. Ça veut dire qu'on va sandwicher la solution U entre deux solutions très proches. Donc, comme ça, et j'en parlerai, une bande de solutions, ça reste une bande de solutions, donc c'est stable. Bon, voilà encore un cas de stabilité qui est différent de tout. Ça n'a rien à voir avec la monotonie, rien à voir avec les gradients. C'est encore autre chose. C'est encore un autre régime intéressant de cette équation. Ce qui est d'ailleurs assez rigolo quand vous y pensez. Hein, j'ai écrit une bébête équation quadratique et vous voyez tous les régimes que l'on peut extraire de cette même équation. Ce sont des régimes différents et c'est vrai que ces régimes, on n'y penserait pas si on n'avait pas des interprétations économiques. Hein. D'aller chercher un truc comme ça, si vous n'êtes pas un peu motivé par l'économie, ce n'est pas évident du point de vue mathématique. Hein. Et tout ça, ça conduit quand même à dire que voilà un cas supplémentaire pour cette équation tout simple où on a des solutions explicites. Alors évidemment, je ne veux pas me servir des solutions explicites parce que encore que vérifier ça sur les solutions explicites, c'est plus facile de faire une démonstration EDP que sur la formule explicite, parce qu'on est un peu perdu sur ces aspects matriciels. Mais quoi qu'il en soit, j'arrête là. En fait, c'est très proche. On peut le faire par les matrices, mais c'est très proche de l'M matriciel, carrément dans les numériques, sur les M matrices et des choses comme ça. Mais donc, on va finir ce dernier petit élément d'information sur ce que je connais sur cette équation modèle la semaine prochaine et commencer un peu à travailler sur des équations beaucoup plus générales. Alors donc, je vais effectivement consacrer pas mal de temps à ces systèmes monotones. Ce n'est pas typiquement des MFG, mais c'est vraiment des équations dérivées partielles qui ont des applications. Après, plus tard, j'aborderai d'autres couplages où on verra des choses assez amusantes qui vont mélanger modèle cinétique et Mean-Field Games et de type Vlasov, donc mélanger Vlasov et Mean-Field Games, des phénomènes de non-unicité très, très bizarres quand on lutte contre un flow. Hein. On peut prendre des décisions, mais on est emporté par le flow des décisions des autres. On va voir que c'est des situations extrêmement instables avec des pertes d'unicité. Donc on va explorer différentes niches de cet univers assez immense de ces modèles, parce que dans ces modèles, on peut émettre presque tout et n'importe quoi. Donc après, on est obligé d'isoler des morceaux de cet univers de modèles et d'en explorer quelques composantes. Sur ce, en tout cas, je vous remercie d'avoir ruiné vos vacances pour m'écouter pérorer pendant 2 heures, et à la semaine prochaine.